Aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager un moment hors du temps, dans un lieu précieux au cœur des abeilles. Patrice Percy-Ducerre m'a invité à découvrir son lieu dédié au ressourcement. Il nous a partagé de précieux conseils et des pépites. Il est à la fois un génie, un passionné et un créateur du bien-être. Il a dédié sa vie à ses abeilles. Il a même créé un espace qui récupère l'air des abeilles pour pouvoir bénéficier de ses précieuses vertus. Il va nous expliquer tout cela en images. Magnifique tout ce pollen. Bonjour, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Patrice Percy-Ducerre, qui est ingénieur en agriculture, apiculteur passionné et fondateur du centre bien-être Le Miel et l'eau. Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle. Alors c'est vrai que je suis très heureuse Patrice de vous recevoir dans cet épisode et ça me fait drôle de vous recevoir puisque vous me recevez chez vous dans ce centre bien-être Le Miel et l'eau qui est juste magnifique dans ce lieu dans le Lot-et-Garonne qui est vraiment un lieu magique puisque c'est vraiment en pleine nature. Et justement, je voulais vous contacter pour nous partager un petit peu votre expérience et votre savoir à travers des petites anecdotes à partir de tout ce que vous avez pu apprendre justement de votre passion pour l'apiculture et pour dans le monde des abeilles. Donc justement, qu'est-ce qui vous a motivé à vous spécialiser surtout en apiculture et à gérer plus de 400 ruches à un moment donné dans le Lot-et-Garonne? C'est une affaire de passion. Un jour, un week-end, j'étais allé chez mes parents à côté de Marmande, qui étaient exploitants agricoles. Un essaim est venu se poser sur les rosiers de ma mère devant la maison. Oui. Le voisin est venu récolter cet essaim parce qu'il était apiculteur. Il est toujours apiculteur. Et en voyant ce petit monde rentrer dans une ruche, j'ai eu comme un coup de foudre. Oui. J'ai pas dormi de la nuit. Oui. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. D'accord. Ça m'a touché émotionnellement et ça me touche encore. Donc j'ai immédiatement construit des ruches, j'en ai acheté, on m'a offert des essaims et j'ai monté mon premier rucher à ce moment-là. D'accord, ok. Et je suis de formation scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur agronome à Toulouse, à Purpan. Oui. Et donc, je suis un peu piqué par la science. D'ailleurs, cette école est plus orientée vers le développement rural, Oui. l'animation rurale. Et pourtant, j'ai été le seul de la promotion à faire ma thèse de fin d'études en recherche. D'accord. C'était sur les floraisons du pommier, vous voyez, les fleurs déjà à l'époque. Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et donc... après, j'ai appris l'apiculture avec un syndicat. Pour apprendre l'apiculture, tous les syndicats donnent des cours d'apiculture. Oui, c'est ça. Donc, j'ai appris l'apiculture comme ça. Et puis, avec des professionnels. Parce que très vite, je me suis destiné à devenir apiculteur professionnel. D'accord. Donc, j'ai exercé ce métier pendant 15 ans, avec 400 ruches dans le Lot-et-Garonne. Et au bout de 15 ans, j'ai eu un petit problème de santé, du sarcoïdose pulmonaire. Et à l'époque, je produisais du pollen déjà pour les élevages de bourdons que je congelais. Et je séchais pour les humains et je le congelais pour les animaux. Ah, d'accord, vous voyez oui. Parce que les bourdons, quand on leur donne du pollen sec, ils sont malades. Ah. Donc on est obligé de leur donner du pollen soit frais, soit congelé. D'accord. Et j'ai consommé du pollen qui sortait de mes ruches au mois de mars, c'était 93-94, l'hiver 93-94. Et j'étais très fatigué à l'époque. Et en l'espace de 8 jours, j'ai ressenti un regain de forme, d'activité. D'accord. Je me suis reparti dans les ruchers avec mon enfumoir. Oui. Et je suis allé retrouver mes chères abeilles. Et là, je me suis demandé, mais comment ça se fait que je sois devenu en forme comme ça, alors que c'est une pathologie qui peut disparaître seule, mais pas du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter de prendre du pollen. Et j'ai arrêté d'en consommer, et je suis retombé dans la fatigue. Donc, j'ai fait ça 3 fois. Oui. Et après, j'ai plus jamais arrêté de consommer du pollen. Encore ce matin, je vais consommer 2 grandes cuillères à soupe de pollen. Oui. Et donc là, ma curiosité m'a amené sur le chemin de découverte, en fait,
parce que ce pollen, quand il était frais, me faisait du bien, et quand il était séché, me faisait plus de bien du tout. Ah, voilà, exactement. Donc je donnais le meilleur pollen pour les animaux, et pour des problèmes de conservation, je séchais le pollen pour des humains. Oui. Je me suis dit, ça marche pas, il faut pas ça. faire comme ça. Et donc j'ai cherché à mettre au point un procédé, parce que pour le conserver, simplement. Parce que congelé, il fonctionnait bien, mais congelé, pour distribuer du pollen congelé, dans ces années-là, oui, c'est compliqué. C'était compliqué, parce qu'aucun magasin diététique n'était équipé de congélateur, comme ça l'est maintenant. À l'époque, oui, à l'époque. Et donc, j'ai mis au point un procédé avec aidé par la grosse société, l'Air Liquide, où un de mes oncles avait travaillé, avait fait partie des grands cadres. Et donc, ils m'ont fait les essais de mise sous gaz, sous azote, etc., et d'autres gaz. Et donc, j'ai pu mettre au point un procédé qui permette, en sortie de congélation, de l'envoyer par la poste. Ah, d'accord. Et c'est-à-dire que le pollen frais, quand on le met dans un espace hermétique, un sachet ou un bocal, en 12 ou 24 heures, il est périmé. Voilà, c'est ça, il fermente. Il fermente et c'est pas bon. Par contre, quand on le met sous un gaz neutre, c'est ça. Et il va se périmer, mais au bout de 21, 22, 25 jours. Voilà. Donc ça permet de l'utiliser pendant une semaine au maximum, de le faire voyager. C'est ça. Et donc, voilà. Donc ça m'a permis de distribuer directement aux consommateurs ce pollen. Et ensuite, les magasins sont venus à moi pour distribuer aussi. Et, voilà. Et au bout de presque 20 ans, c'était devenu une société, la société Pollenergie. Oui, c'est ça, exactement. Qui en 2012 a encore vendu 60 tonnes de pollen. Et il n'y a aucune société au monde qui vend autant de pollen congelé. Oui, c'est vrai. Voilà, on est les premiers au monde à avoir développé cette technique. Hein. Et la société allait très bien. Elle faisait un bon chiffre d'affaires. Elle était servie par 50 apiculteurs qui livraient leur pollen. Voilà. Mais moi, j'allais moins bien. Parce que je faisais 70 jours de déplacement, beaucoup de conférences, beaucoup de communication. Et moi, j'aime bien prendre le temps de vivre. J'aime bien faire du qigong. J'aime bien marcher. J'aime bien travailler les ruches. Et là, j'avais vendu mes ruches. J'avais presque plus de ruches. Et donc, j'avais une frustration qui était dans le fond de mon cœur. Et donc j'ai vendu la société Pollenergie, qui est maintenant dans les mains d'un industriel agroalimentaire qui la gère très bien, et à qui je rends des petits services de communication. Je vais sur les salons de nouveau à Paris, et je retrouve des clients que j'ai connus 10 ans auparavant. Voilà. C'est sûr. Et c'est très sympathique, quoi. Voilà. Et quelles sont les différentes propriétés des différents pollens que vous avez produits ? Alors, on a deux grandes familles de propriétés. La composition chimique des pollens varie en fonction des fleurs sur lesquelles les pollens sont récoltés. Oui. Et alors, avant, quand on vendait du pollen sec, on mélangeait tous les pollens et on vendait le meilleur pollen, c'était le pollen le plus mélangé possible. Ah voilà, de toutes fleurs, quoi. Et de toutes fleurs, de plein de fleurs. Ou de n'importe quelle fleur. Et donc, je me suis dit, finalement, cette tactique est assez stupide. Parce que si on faisait pareil avec le miel, on aurait un miel complètement banal. Oui, voilà. Alors que moi, j'aime bien le miel de thym, de lavande, les miels méditerranéens. Bon, d'autres miels, je les aime un pot par an, mais pas plus. Voilà. Donc, chaque miel a ses propriétés au niveau du goût, ne serait-ce que c'est un produit gourmand d'abord pour moi. Ça. Et voilà. Et le pollen aussi, vu que les couleurs d'une fleur à l'autre sont très différentes, il y a des compositions différentes. Et là, dans mes débuts de Pollenergie, j'ai présenté plusieurs concours et j'ai pu réunir un budget de recherche pour analyser les 5 premiers pollens que j'ai complètement fait analyser. D'accord. Et là, on est tombé sur un jackpot, parce que on a découvert, par exemple, que dans le pollen de saule, il y avait de la lutéine et de la zéaxanthine, qui sont 2 xanthophiles. C'est proche des caroténoïdes. Voilà, c'est ça. Les caroténoïdes, c'est proche des vitamines. Vitamine A, par exemple, c'est un caroténoïde. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. C'est une famille de vitamines, quoi. Hein. Et ces 2 pigments-là pigmentent la rétine. Et l'œil qui vieillit
se dépigmente. Alors, non seulement la rétine, mais même le cristallin. Le cristallin de l'œil. Et donc, ces deux pigments-là peuvent empêcher la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très intéressant. Oui. Et donc, on s'est mis à préconiser ça à des gens qui avaient déjà une DMLA. Et il y a eu un monsieur qui avait notamment perdu la vision centrale complète d'un œil. Ah oui. Et le deuxième œil commençait sa démarche de DMLA, de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y avait des druses, c'est des petits paquets de cellules mortes qui forment des taches noires dans l'œil. Et ça, on sait qu'après, c'est la perte de la vision centrale complète. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, les drusènes ont disparu au bout de 6 mois de prise de ce pollen. Voyez, donc, ça peut permettre de retarder ou peut-être d'éliminer des pathologies qui sont des pathologies de carence. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, nous, on conseille souvent en pharmacie pour les personnes qui ont des allergies solaires. Oui. Justement, la xanthine qui vraiment évite ces démangeaisons qu'on a en début de saison. Oui. Et du coup, c'est vrai que dans ce pollen-là, donc, on retrouve donc ce pigment. Oui, alors il y a plusieurs pollens qui sont intéressants, c'est pour la peau et pour la vision. Pour la vision. Le cyste est intéressant parce qu'il apporte déjà la dose journalière nécessaire. Le mélange saule-fruitier est aussi très intéressant parce que c'est plus équilibré même entre lutéine et zéaxanthine. Et puis le saule pur aussi. D'accord. Le saule pur, c'est rare parce que, surtout avec le changement climatique, on a les saules qui fleurissent en même temps que les prunus. Et les abeilles récoltent toujours un peu des deux en même temps. Quand c'est majoritairement saule, on dit que c'est du saule. Quand c'est saule fruitier, on l'appelle saule fruitier. Mais tous ces pollens-là sont intéressants au niveau vision et protection de la peau. Ouais. D'accord. Et la cyste, le pollen de la cyste, nous, du cyste, on conseillait souvent pour les personnes qui étaient affaiblies, fatiguées, pour stimuler l'immunité. Alors, le pollen de cyste, c'est le pollen qui a déjà le plus de vitamine E. D'accord. C'est l'aliment le plus riche qu'on connaisse en vitamine E. Et ensuite, il contient des ferments lactiques. Parce que la deuxième famille de produits qui sont dans le pollen récolté par les abeilles ne viennent pas du pollen. Ça vient de l'abeille qui ensemence le pollen pour le faire fermenter dans la ruche avec des ferments lactiques. D'accord. Et les ferments lactiques qui sont dans le pollen de cyste sont des ferments lactiques qui sont les plus puissants probiotiques qu'on connaisse. Ah oui. Nous les avons testés sur 8 germes pathogènes ou potentiellement pathogènes de la flore intestinale. Incroyable. Et notamment les salmonelles. Eh bien, si on met 2 ou 3% de pollen de cyste dans une culture de salmonelle, on met à l'étuve à 37 degrés pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, il n'y a plus un germe de salmonelle qui peut se multiplier sur les boîtes de pétri. Ouais, c'est fou. C'est dingue. Alors qu'on a comparé ça avec tous les probiotiques du commerce vendus par correspondance, vendus dans les magasins diététiques et dans les pharmacies. Oui, c'est ça. Il n'y en a aucun qui a une telle performance. Ceci dit, il y a un probiotique de la société Lostum qui avait quand même une certaine efficacité et un autre qui n'est pas vendu comme probiotique. D'accord. C'est lequel ? Actimel de Danone. Ah oui, je ne pensais pas qu'il était assez dosé pour avoir un effet. Eh bien, ce sont des germes vivants. On a fait les comptages. C'est un produit qui est parfaitement légalement fait. Ah, d'accord. Et on peut supposer qu'il y a une action. Une action, oui. Bon, après, on peut critiquer le lait qui est utilisé. Voilà, c'est ça qui gêne un peu. Ça gêne un peu. Mais ceci dit, ce n'est pas un produit escroc. Alors que dans pharmacie, il y a des soi-disant probiotiques qui contiennent, par exemple, des sulfites. Ah oui, c'est vrai. Et on ne voit pas ce que des sulfites viennent faire dans des probiotiques. C'est ça, exactement. Oui. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun risque qu'il y ait des germes pathogènes dedans, parce qu'avec les sulfites, c'est un désinfectant complet. Quoi. Oui. Donc
Donc on a trouvé des choses assez scandaleuses en se comparant à la concurrence. Mais en fait, il n'y a pas de concurrence là-dessus. C'est le pollen de cyste qui est le plus puissant probiotique qu'on connaisse. Ah ouais. Donc vraiment le conseiller pour des personnes qui sont fatiguées, qui ont une faiblesse au niveau de l'immunité, qui sont en pleine convalescence, lors d'un burn-out aussi. Sur les allergies aussi, ouais. Parce que on a des gens qui ont des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques, oui. S'ils prennent 1 à 2 cuillères à soupe de pollen de cyste tous les matins au petit déjeuner, eh bien, la pathologie peut être mise en rémission. Voilà. Et parmi ces gens-là, on a plusieurs centaines à Pôle Énergie de gens qui ont des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques. Mais il y en a quelques-uns qui ont aussi, en même temps, des allergies au pollen, par exemple. Et oui, c'est ça, exactement. Eh bien, sur un certain nombre de personnes, on a vu les allergies diminuer, voire disparaître. Malgré tout, Parce que la flore intestinale a un rôle très important dans la réaction allergique. Il y a 2 études américaines qui ont été faites sur des nourrissons de parents grands allergiques, plus de 6 allergiques à plus de 6 agents allergènes. Oui. Et ils ont ensemencé le téton de la mère avec du Rhamnosus GG, qui est un probiotique fabriqué aux États-Unis. Ça, c'est important parce que aux États-Unis, les probiotiques sont fabriqués comme des médicaments. Oui, et en Europe, ça n'est pas le cas. Donc, on peut faire n'importe quoi. À part le fameux ultra-levure. Voilà. Qui n'en est pas pour moi, mais bon. Oui, mais bon, voilà. Et donc, en fait, ça a diminué le taux d'enfants allergiques de manière très importante par rapport à l'enfant dont la mère était saupoudrée avec un placebo. Donc vraiment, certains probiotiques peuvent diminuer les réactions allergiques de manière très importante. D'accord. Et à partir de quel âge on peut conseiller à un enfant de prendre du pollen ? Ça, c'est souvent des questions qu'on me pose. Oui, à partir du moment où un enfant a une nourriture variée, on peut leur donner du pollen. Ah oui, d'accord. Oui. Déjà 2 ans, par exemple. Oui, parfaitement. Et avant 2 ans, il est possible de leur donner les ferments lactiques qui sont dans le pollen sans leur donner le pollen. Ah. Alors, vous prenez un filtre à café en papier. D'accord. Vous dissolvez une petite cuillère de pollen de cyste dans de l'eau tiède. Oui. Et vous allez passer cette eau à travers le filtre à café. Pas en nylon, un filtre en papier qui va retenir les grains de pollen. Et cette eau ne contient que quelques sucres qui viennent du nectar et puis les ferments lactiques. Wow. Et sur des enfants qui ont des nuits où ils pleurent, quelquefois en 2 ou 3 prises, eh bien l'enfant ne pleure plus la nuit, il n'a plus les spasmes intestinaux qui font qu'il pleure ces nuits entières. Parce que l'enfant, il naît sans flore intestinale. C'est ça le problème. Et alors, il capte des germes ou des familles de germes les uns après les autres. Et certains germes lui provoquent des spasmes de l'intestin qui sont très douloureux. C'est pour ça que le pauvre chou, il pleure. Et après, d'autres vont venir, vont pallier à ça, parce que l'enfant, nous, on est fait pour avoir un mélange de ferments différents. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Et un microbiote simpliste où il n'y a qu'un ou 2 germes qui viennent capter, ben ça ne marche pas bien, parce que ces germes, ils ne se sentent plus de joie, ils sont très pas virulents, mais ils tiennent trop de place, quoi. Oui, exactement, et ça provoque des spasmes intestinaux. Oui, parce qu'on sait que 80% de l'immunité se fabrique dans l'intestin, d'où l'importance de se soucier quand même de notre intestin. Tout à fait. Et notamment, pourquoi pas prendre donc de la propolis de cyste. Pas de la propolis, du pollen, excusez-moi. Du pollen. Et là, oui, c'est clair. On peut prendre de la propolis aussi pour l'immunité. Oui, bien sûr, mais c'est différent là. Ça m'a mobilisé l'immunité, mais c'est par d'autres mécanismes. Du pollen. Et c'est vrai que le pollen, en plus, c'est très bon au goût. Oui. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, s'il est conservé donc au congélateur, donc par votre procédé que vous avez mis en place, en fait, il va garder déjà toutes les propriétés et il va surtout garder ce goût de fleur qui est vraiment exceptionnel et qu'on ne retrouve pas justement dans un pollen qui a été lyophilisé, qui
Et qui est séché. et Et qui est puis en séché, plus, il quoi. n'est même pas lyophilisé, il est Ah, il séché. n'est même pas Il lyophilisé, est d'accord. séché dans un four à 45 degrés. Ah oui, donc il perd Donc toutes ses propriétés voilà, alors pratiquement. il perd une partie pendant le séchage parce que les ferments lactiques qui peuplent ce pollen Oui. ils peuvent pas être sous forme de spores. Ah Ils oui, peuvent pas d'accord. résister à la dessiccation. D'accord. Comme certains probiotiques, par exemple Rhamnose GG, on peut en faire une poudre. Ouais. C'est ce qui est fait aux États-Unis et qui est fait sérieusement. Là-bas, pas ici. Et donc, voilà, et ils percent déjà ça. Et puis après, dans le pollen, on a des acides gras qui sont des polyinsaturés. Ah, Et donc, ces acides gras qui sont fragiles, vont rancir avec le temps en présence d'air. Et oui. Donc, on a fait, à l'INRA de Toulouse, on avait une chercheuse qui travaillait pour nous, et Florence Lamine, et qui a mis au point, qui a travaillé sur la maladie de Crohn, Oui. avec des chercheurs, et parce qu'on annonçait qu'on avait observé que le pollen pouvait pallier ou mettre en rémission ces personnes. D'accord. Alors les médecins se sont moqués de nous, mais les chercheurs ont été piqués de curiosité. Ils ont dit, ben non, mais on a un test sur modèle animal qui imite parfaitement la maladie de Crohn. D'accord. Et ce sont des rats à qui on donne différentes nourritures ou médicaments, et ensuite on leur provoque une inflammation nécrosante du côlon par un produit injecté par les voies anales, et on mesure l'inflammation et on compte le nombre de lésions. D'accord. Et en fait, donc on a eu 3 lots de rats. C'est un cadeau qui m'a fait plaisir, hein, des rats. Ah oui. Parce que le premier lot, on l'a nourri aux nourritures de rats de labo classiques. Oui. Le deuxième lot, on a nourri avec du pollen séché. Mais c'était du pollen qui avait été congelé, qui est séché et gardé au frigo après. Oui. C'est-à-dire juste séché. Oui. Hein. Et après, on a donné du pollen congelé avec mon procédé. Et 40% des lésions du côlon avaient disparu avec le pollen frais. D'accord. Okay. Et le pollen juste séché et la nourriture des rois de labo, c'était équivalent. D'accord. Ça n'avait pas fait aucun effet. Oui. Voilà. Alors juste une pause parce que c'est bon. Est-ce que tu m'as dit qu'il n'y avait plus de... Ça passe en podcast. Ah, ça passe en podcast, ce sera plus filmé? Ah oui? T'as plus de carte? Ah mince. C'est pas grave. Ouais. Je pense que les gens qui vont écouter, je pense qu'ils vont plus se focaliser sur ce qui est dit que sur la vidéo. Oui, d'accord, ok. Et le reste du temps, ça sera le podcast avec les vidéos qu'on va mettre avec les vidéos que tu as tournées là, avec mon portable, c'est ça? Hein? En début du podcast. Jordan, on est en train là. Donc on continue, c'est bon? Bon, ça c'est juste du technique, donc on va passer à autre chose. Donc du coup, c'est vrai que comme vous disiez, ça a quand même eu on va dire, des effets que vous avez pu mesurer, c'est ça, voilà. Au niveau de ce problème-là. On a pu les mesurer. Alors ça a été fait in vitro avec des germes, des tests in vitro. Oui. Ça a été fait sur modèle animal. D'accord, oui. Et on a des centaines de témoignages qui vont dans ce sens. D'accord, ok. Ouais. Alors ça n'empêche pas la naturopathe de faire son travail, parce que les maladies de Crohn, rectocolite hémorragique, tout ça sont des maladies inflammatoires. Et donc c'est favorisé par les produits laitiers, voilà, par les oméga 6 et pas les oméga 3. Enfin voilà, il y a tout ça qui joue, bien sûr, qui peut aussi l'hygiène améliorer de vie, le stress, etc. Mais voilà. Donc c'est quand même intéressant d'avoir quelque chose qui a un rôle, mais vraiment majeur. Majeur, oui, d'accord. Ok. Et donc, sinon, est-ce que vous pouvez nous transmettre tous les, comment dire, les composants justement de ce fameux pollen qui a été congelé, qui a gardé toutes ses propriétés? Donc, par exemple, quelles sont toutes les vitamines, les minéraux, parce que c'est vrai qu'on dit que normalement, les pollens sont très riches en vitamine B. Alors, c'est très riche en vitamine B, et les vitamines B, alors, c'est curieux parce que la vitamine B, on en consomme, c'est ça, mais on en fabrique. Ah oui, voilà. D'accord. Et le pollen va jouer dans le côlon droit, oui, qui est un côlon dans lequel on a une fermentation,
lactique acide. D'accord. Et cette fermentation fabrique de la vitamine B. Donc on ne peut pas s'en tenir simplement aux teneurs qui sont apportées dans le pollen, bien que ce soit des teneurs qui soient importantes, hein, Oui, c'est qui sûr. peuvent représenter 30 à 40% de l'apport journalier recommandé pour certaines. On ne peut pas s'en tenir qu'à ça, puisque le pollen va aider à en fabriquer par le biais des ferments lactiques qui sont à l'intérieur du pollen et qui vont favoriser cette fermentation lactique à droite. Les personnes souvent oublient qu'elles ont 3 côlons. Le côlon droit, dans lequel il y a une fermentation, le contenu est plutôt liquide, et là, le besoin, c'est des fibres, surtout des fibres dures et des fibres tendres, les deux à la fois. Les fibres tendres, ça va donner de la nourriture aux ferments lactiques, et les fibres dures, ça va leur donner un substrat. Et après, dans le côlon transverse, il y a une réabsorption des substances qui ont été digérées par les microbes, qui se sont entretuées entre eux, et donc qui ont libéré des substances assimilables. Et alors, le côlon transverse, il est beaucoup plus vascularisé que le côlon droit, par exemple, qui réabsorbe peu de choses. Et après, le côlon gauche, ça, va lubrifier les selles et en fin de réabsorption pour pas qu'il y ait recontamination par les substances qu'on veut rejeter, qu'on veut déféquer, de la muqueuse. Voilà. Parce que ce qui se passe quand on a des diarrhées, des choses comme ça, on se recontamine. Voilà. Exactement, oui. Donc le pollen va agir sur ce système qui est le système de la détoxification. On a 2 systèmes de détoxification principaux. Il y a celui du foie qui détoxifie, on va voir avec la propolis, peut-être, vous m'interrogez là-dessus. C'est l'organe à détoxifier, hein, qui va détoxifier les métabolites de chimio, les métaux lourds, tout ça, c'est le foie qui fait le travail, qui va rejeter ça dans la bile. C'est ça. Et voilà. Et après, ça va pouvoir suivre son chemin, quoi. Et puis après, l'autre système de détoxification, c'est un bon fonctionnement des intestins. Donc c'est... faut pas oublier les 5 fruits et légumes par jour, puisqu'on ne parle que de ça à la radio. Oui, c'est sûr. Après, voilà, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais donc, du coup, en fait, en gros, dans ce pollen, il y a les vitamines B, il y a donc des antioxydants. Voilà. Vous avez des probiotiques. Et ensuite, est-ce qu'il y a quand même tout ce qui va être vitamine C Alors, vitamine C, il n'y a pas beaucoup de vitamine C. Ouais, parce que comme je me disais, comme elles vont sur les plantes et les fleurs, donc elles doivent être aussi riches en vitamine C. Donc peut-être que le pollen devait être riche. Il y a des vitamines E. Par exemple, le cyste, c'est très riche en vitamine E. D'autres pollens n'en ont pas beaucoup. D'accord. Ce qu'on va trouver dans le pollen, il faut revenir à l'origine du pollen. Le pollen, c'est la cellule fécondante de la fleur. Voilà, d'accord. C'est une cellule fécondante qui est transportée par l'abeille pour féconder une autre fleur de la même espèce, mais le plus loin possible. Ah, d'accord. Parce que les fleurs qui n'ont fécondé que leur petite sœur, qui était autour d'elle, mais il y a eu de la consanguinité. D'accord. Et la nature, dans son évolution, a horreur de la consanguinité. La nature a besoin de ce qu'on appelle le brassage génétique. Voilà. En France, par exemple, en ce moment, on a un bon brassage génétique. Ah oui, là, c'est sûr. Voilà. Ce qui, de manière physiologique, est très encourageant. Mais oui, voilà. Voilà. Donc, après, il y a les problèmes culturels, les problèmes d'autres choses, mais au niveau simplement physiologique, c'est une vérité. Et donc, les plantes se sont protégées, ont protégé la cellule de tous les moyens qu'ont les plantes pour se protéger du rayonnement solaire, de l'oxygène, de l'oxydation, de la dessiccation. Incroyable. Donc on va retrouver des polyphénols, des phytostérols, des substances, des pigments. Voilà, certains pollens, ils sont orange, voilà. D'autres sont marrons parce que c'est un pigment marron qui est dedans et qui protège du rayonnement solaire. C'est un filtre en fait. Et oui, c'est ça. Ce sont des filtres qui empêchent la nocivité du pollen. Autant du soleil sur le pollen. Un peu comme nous quand on bronze finalement. Voilà, c'est une réaction. Alors les feuilles ont besoin du soleil, mais le pollen n'a pas besoin de soleil.
parce que ça peut tuer les cellules. Et oui, c'est ça. Et l'abeille va récolter et transporter ce pollen de fleur en fleur. Oui, donc on va retrouver... alors par exemple, dans le pollen, il y a la quercétine. La quercétine, c'est un flavonoïde qui a des propriétés anticancéreuses, qui a des propriétés détox, qu'on trouve aussi dans la propolis d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et c'est une substance qui est précieuse. Et où est-ce qu'on en retrouve ? On en retrouve dans la peau des pommes. Mais comme on pèle la plupart du temps les pommes, c'est ça. on jette 95% de la quercétine d'une pomme. Oui. Tandis que là, on ne va pas peler les grains de pollen. Et oui, c'est sûr. Donc, on le mange en entier. Et oui, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, c'est très... donc c'est très riche. Donc, c'est vraiment à préconiser, vraiment, comme on disait tout à l'heure, dans des moments de fatigue, de burn-out, de dépression aussi. La dépression, parce qu'on dit souvent que la dépression, c'est aussi des carences qu'on s'est créées au niveau du cerveau et une inflammation aussi au niveau du cerveau. Donc, du coup, avec tous ces antioxydants, ces nutriments, ces vitamines, ces probiotiques, en fait, il va y avoir une action assez globale sur le corps. C'est très intéressant. Une action qui est globale. Et vous parlez de dépression, de morale. En fait, l'abeille, chez moi, elle me rend euphorique. Voilà. Quand je travaille les ruches, je suis en pleine conscience et je communie avec la ruche. Je pratique aussi du massage. Eh bien, je suis en pleine conscience comme si je donnais un massage quand j'ouvre une ruche. J'ai toute mon attention, j'écoute le bruit, le son, les vibrations, je sens les odeurs. D'accord, c'est très... voilà. Après, c'est vrai que ça demande quand même, je pense, quand vous déplacez jusqu'à vos ruches, en fait, ça demande quand même assez d'être dans le calme, d'être vraiment centré, concentré, pas trop les affouler, vraiment. Et donc, ça vous apprend quand même certaines valeurs et ça vous éduque d'une certaine manière à vraiment être le plus calme possible, en conscience, en présence. Voilà, ce que j'allais dire, c'est vraiment une forme de méditation, d'entrer en communion avec ces abeilles. Méditation. Et donc, quels sont les autres cadeaux précieux qu'elle nous offre, à part le pollen ? Alors, elle nous offre plein de cadeaux. Alors, il y a la propolis, bien sûr, et puis il y a l'air des ruches. Voilà, c'est ça. Alors, c'est une technique que j'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas intéressé. Et puis, en 2013, il y a le congrès Apimondia. C'est un congrès qui a lieu une fois tous les 2 ans et qui change de localité. Cette année, c'était au Chili. Il y a 2 ans, c'était en Turquie. Et voilà. Et puis quand il y a eu ça devait être au moment de l'invasion d'Ukraine, ça devait être en Russie, mais ça a été refait en Turquie puisqu'ils étaient prêts à l'accueillir. Et là, moi, j'étais allé en Ukraine en 2013, juste avant les premiers événements d'Ukraine d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré Nikolai, un apiculteur qui fabriquait des cabanes dans lesquelles il y avait 4 ruches intégrées à la cabane. Donc les gens rentraient dans la cabane, s'allongent, ferment la cabane. Et ils restent pendant 2 heures et ils respirent l'air des ruches. Voilà, alors ça sera le thème d'un prochain épisode, puisque là aujourd'hui, ça va être juste sur le pollen et sur la propolis. Donc juste, on va reparler juste un petit peu de la propolis et on va réserver le prochain podcast justement sur cet épisode très attendu, puisque c'est un épisode qui est très riche au sujet de l'air récolté des ruches, parce que ça a des propriétés qui sont assez exceptionnelles, justement, grâce à des travaux que vous avez réalisés. Et là, en ce moment, c'est vraiment au niveau de la propolis, c'est vraiment, je voulais insister sur la propolis, parce que la propolis, elle fait partie d'un produit qui est très utilisé aujourd'hui en pharmacie. Comme je suis en pharmacie, je suis naturopathe en pharmacie, je conseille beaucoup l'hiver de la propolis, donc notamment pour des problèmes de gorge, d'immunité, de fatigue, de baisse d'immunité, etc. Et aujourd'hui, comment vous la prélever, cette propolis ? Elle est issue de quel arbre ? Alors, en Europe, 95% de la propolis vient du peuplier. D'accord. Donc, c'est assez pratique parce que il suffit que quand on récolte de la propolis dans un emplacement, on peut faire une analyse et puis tous les ans, ça va donner du peuplier. Oui, donc, c'est simple. C'est une des propolis au monde les plus intéressantes. Alors, il n'y a pas que des propolis intéressantes au monde. Par exemple, une étude a été faite au Brésil par un chercheur allemand, Dohr, qui
qui a financé il a eu sa thèse de financer là-bas. Et il a récolté dans différentes zones du Brésil 13 propolis différentes. Et sur les 13 propolis différentes, il n'y en a eu que 3 qui étaient intéressantes. D'accord. Il en a récolté dans des plantations de peupliers, donc c'était la propolis de peuplier qui était intéressante, la propolis d'Albergia et de Baccaris. D'Albergia, c'est la propolis de mangrove, la plante qui donne la mangrove. Et Baccaris, c'est des arbrisseaux qui poussent sur des contreforts montagneux au Brésil. D'accord. Donc ces 3 propolis sont intéressantes. Donc il y a sûrement d'autres propolis intéressantes, mais il faut absolument savoir de quelle origine de quelle plante la propolis vient. Parce que je vois dans les propolis brésiliennes, il y en a qui valent rien, quoi. D'accord, Donc pratiquement pas d'effet antiseptique, pas d'effet antioxydant. Voilà, les abeilles s'en servent simplement pour boucher les trous de la ruche parce qu'elles n'ont rien d'autre. D'accord, mais c'est un antiseptique naturel. Alors et un antibiotique aussi. C'est un antiseptique naturel. Ah, voilà. Et c'est antibiotique sans l'être. Parce que ça va jouer sur les macrophages. Ça va stimuler le système immunitaire, les lymphocytes et les macrophages. Donc quand on mesure sur des modèles animaux, sur des souris, on leur donne de la propolis de peuplier, eh bien on a l'ensemble du système immunitaire qui va devenir réactif. Ah oui, quand même. Qui va devenir réactif. Donc c'est intéressant. Alors, sur certains germes, par exemple sur les virus, prenons le virus de la grippe, c'est plutôt préventif parce que l'assimilation de la propolis est lente. Donc il faut 8, 10 jours, 15 jours pour avoir le taux de propolis suffisant dans le sang pour que ça fonctionne. Ah, voilà. Donc dans la grippe, si on prend avant une épidémie, ça protège, ça a un taux de protection qui est, ça a été démontré dans l'ex-Yougoslavie, qui est plus important que le vaccin. Ah oui. Voilà. Mais si on n'en a pas pris et qu'on a la grippe, c'est trop tard. Ça va protéger de la grippe suivante. Ah, mais d'accord. Pas... Ah, d'accord. Voilà. Alors pour le Covid, c'est différent parce que le Covid, c'est pas les 8 premiers jours sont pas là où il y a le danger. C'est les conséquences suivantes où il y a le danger. Exactement. Et donc ça laisse le temps d'agir pour la période où il y a le danger. D'accord. Donc une étude ça a été fait sur la verte du Brésil. Sur les gens qui rentraient en hospitalisation, ça a divisé le temps d'hospitalisation par 2 de prendre de la propolis. Et ça a diminué de 75% le taux de passage en réa pendant l'épidémie. Ah oui, en effet. Voilà. Donc c'est actif. Dans la propolis de peuplier, elle a un grand nombre de flavonoïdes dedans. Alors que dans la verte du Brésil, il y en a un, c'est l'artépiline C. D'accord. Donc ça se rapproche plus d'un médicament. Oui, voilà, c'est ça. Et le peuplier, moi je préfère le peuplier. Il est nettement plus intéressant parce que c'est polyactif avec plusieurs substances. D'accord, voilà. Alors ça va stimuler le système immunitaire qui va donc être actif contre des virus ou des germes. Mais ça ne l'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas comme l'antibiotique où dès le lendemain, vous commencez à avoir un effet. Voilà. Donc on ne peut pas dire que c'est un vrai antibiotique. C'est un stimulant du système immunitaire qui va aider à lutter. Ça nous aide, nous. C'est nous l'antibiotique. Oui, voilà, c'est ça. Ça va stimuler notre propre immunité. Notre propre immunité. D'accord, ok. Ça, très bien. Intéressant. Ouais. Et donc, du coup, il y a le pollen, propolis. Et ensuite, quels sont les autres cadeaux qu'elles nous offrent, ces abeilles? Le miel aussi? Alors, le miel, bien sûr. Évidemment, le miel, là, tes études ont été faites sur les toux des enfants. Mais c'est plus efficace que de leur donner une petite cuillère de miel. Oui. Alors, c'est mieux de prendre des petites doses et de les répéter. D'accord, ok. Que prendre une grosse cuillère à soupe. D'accord. Et ça calme la toux, ça calme toute l'inflammation locale. Voilà. Et puis on peut l'utiliser aussi en cas de brûlure, puisque c'est un cicatrisant. Après c'est en cas de brûlure ou de plaie ouverte. Ou de plaie ouverte. Vous ne risquez rien à mettre du miel sur une plaie. D'accord. Okay. Ça peut brûler un peu au début, mais... Et ça fait... c'est intéressant parce que ça aide la plaie. C'est marrant parce que les produits de la ruche, ils nous aident à nous défendre nous-mêmes. C'est ça, exactement. Et ils ne font pas le boulot forcément, mais ils nous aident à nous à faire le boulot. Ouais, c'est ça. Et si vous avez une plaie ouverte avec des infections dessus, vous allez mettre du miel,
vous allez mettre un pansement qu'on peut mettre sur les plaies. Il faut faire attention au pansement qu'on Et choisit. oui, bien sûr. Et la plaie va expurger. Ah, Donc voilà. elle va Extraire, en fait. elle va rejeter Ah des ouais, tas de c'est choses. fou. Et après, les infirmières brossent avec... C'est comme une petite brosse à dents, Ouais. quoi, très souple. D'accord. Elles brossent la plaie pour enlever tout ce qui a été rejeté. D'accord. Elles remettent du miel, remettent un pansement. D'accord. Et puis et quand la plaie a vraiment expurgé ce qu'elle doit, et à ce moment-là, on voit les bords de la plaie qui bourgeonnent et qui commencent à reconstituer de la peau. Incroyable. Oui. C'est beau, hein, quand même. Donc c'est magnifique. Et quoi. que pensez-vous du miel de Manuka, qu'on trouve aussi aujourd'hui beaucoup sur le marché? Alors le miel de Manuka, c'est un trésor énorme de marketing. Ah, d'accord. Ouais. Je croyais que vous alliez dire un trésor énorme de bienfaits. Non. Alors, bien sûr, il a des bienfaits, mais si vous prenez du miel de thym, Ouais, c'est la même. vous obtenez la même chose. Et même, ça a été testé. Alors, eux-mêmes ne font pas de comparaison avec les autres miels. Ah, Donc, ils ont monté tous un système marketing de mesure Oui, du c'est taux ça, il y a d'une 15, 30, substance. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un travail scientifique, mais de marketing. parce que c'est vrai que le prix n'est pas le même, hein, orienté que du sur- miel de Ben, tilleul ou de ça thym. a augmenté la demande, et comme Ouais, la c'est demande ça. augmente, le prix augmente. hein. Oui, c'est ça. Et alors que, oui. Mm. Il y a C'est d'autres bons miels, hein. Voilà. Vraiment, vraiment. C'est Ouais. pas... Alors pour quelqu'un qui est par exemple qui a du mal à s'endormir, qu'est-ce que vous proposeriez? Est-ce que vous proposeriez du miel de lavande, du miel de tilleul dans de l'eau chaude, dans une infusion? Alors, moi, je prends une tisane de tilleul Ah ben voilà, tout simplement. et je mets un peu de teinture mère, de valériane et d'escolzia. D'accord, Voilà, ok. dans la tisane, et je sucre avec le miel que j'ai sous la Et main. voilà, ah ok, donc Voilà, pas c'est obligatoirement pas de vraiment choisir. le miel qui va faire dormir. Hmm. C'est pas parce que la plante, le tilleul, Ah c'est ça que je voulais a savoir. un effet légèrement soporifique. Hmm. Mais bon, les radis aussi ont un effet soporifique assez puissant, quoi. Je veux dire, et personne ne pense à prendre des radis le Prendre soir des avant de radis. se coucher. Et oui, c'est vrai. Donc Voilà. en fait, les miels de lavande, de romarin, de thym, c'est pas forcément. En fait, ils vont pas être thérapeutiques plus l'un que l'autre finalement. Alors, le miel de thym, il y a des huiles, il y a les propriétés générales du miel, mais en plus, il y a des huiles essentielles dedans. Ah d'accord. Il est aromatique. Le Hmm. miel de thym, le miel de lavande aussi a des substances aromatiques. Les miels de plantes méditerranéennes sont quand même intéressants au niveau des plaies, quoi. Et oui, Des bien plaies, sûr. des plaies. Au niveau de la Mm. consommation, pour moi j'adore le miel, c'est un produit qui est gourmand. Oui, c'est vrai. C'est délicieux le miel. Et on nous dit qu'il vaut mieux le prendre carrément à la cuillère que tartiner sur du pain. Parce qu'on Oui. dit que la digestion peut être freinée Oui, par, oui. ces Oui. deux C'est associations. assez théorique. Ouais, C'est assez d'accord. théorique. C'est un sucre, mais c'est un sucre qui va être immédiatement assimilé par le corps. D'accord. Donc stocké sous forme de glycogène dans le foie. Hmm. Voilà. Et donc, alors que le fructose, par exemple, eh bien, va faire un pic de glycémie. Hmm. Donc la même dose de sucre pris en miel va être régulée Va par être le plus corps stable, beaucoup ouais. plus Plus longtemps. longtemps. D'accord, beaucoup ok. mieux. Ok. Donc on n'aura pas... Hmm. Bon, évidemment, il ne faut pas manger un demi-pot d'un Ah seul non, coup, c'est hein. sûr, ça va être quand même Voilà. assez calorique. Hein. Alors il y a aussi moi j'ai fait 2 ans d'instinctothérapie Hmm. et j'en ai en garde un bon souvenir parce que j'ai jamais été aussi bien. Sauf au niveau social, parce que c'est invivable au niveau social. D'arriver avec son cajot de choses crues, Hmm. c'est un peu difficile. C'est ça, c'est clair. Et le miel, pour les enfants, il a une propriété d'autorégulation. C'est-à-dire que vous ouvrez un pot de miel dans une famille, ils se jettent dessus, ils vont prendre comme ça, ou en tartine, ou comme ils veulent. Voilà, ils vont mettre du miel partout. Et puis au bout d'un certain temps, non. Ça leur brûle la bouche. Ils Stop. ont un arrêt instinctif, en fait, Ah, ok, très bien. qu'ils n'ont pas avec le sucre. Hmm. Parce que le sucre, c'est un produit industriel, tandis que ça, c'est un produit C'est naturel. addictif, oui. Mais le sucre Et voilà, de synthèse, Voilà. il est addictif, Voilà. alors que le sucre naturel ne l'est pas. ne l'est pas. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais. Ok.
Et parlez-nous un petit peu des reines dans une ruche. Quel est son rôle et combien de temps elle vit? Et quel est tout ce petit monde qui va s'affairer autour d'elle? Alors, Alors, la reine, oui, c'est la seule qui pond dans une ruche. Elles sont, personnellement, en tant qu'éleveur de rennes et apiculteur, j'essaye de ne les garder que 2 ans. d'accord. Parce que la 3e année, elle commence à être moins bonne. Voilà. Et comment la reine émet une phéromone qui fait travailler les ouvrières. D'accord. Les patrons cherchent ce genre de choses, mais ils ne trouvent pas. Ils devraient mettre des reines dans les entreprises. Voilà. Alors, bon, il faudrait essayer. Il y a des substances, il y a plusieurs substances qui font travailler les ouvrières. Voilà. Par exemple, quand un œuf éclot dans une ruche, eh bien, il y a une toute petite larve qui, au début, fait 1/4 de millimètre. Ah oui, oui. Et puis, jusqu'à ce qu'elle fasse 2 millimètres, elle émet une phéromone qui s'appelle le bêta-ocimène. Ouais. Et cette phéromone, elle donne l'ordre aux ouvrières de récolter du pollen. D'accord. Parce que 6 jours après, elles vont être très grosses, elles vont avoir des gros besoins en protéines, et il faut qu'il y ait du pollen dans la ruche. D'accord, ok. Donc, elles font travailler les ouvrières en pollen, pas forcément en miel. Oui, d'accord. Donc, une ouvrière qui, à tel âge, devrait encore s'occuper de la nurserie, eh bien non, elle est envoyée par cette phéromone récolter du pollen. Ah ouais, donc, ça raccourcit l'âge de récolte du pollen. Et la reine, elle, émet une phéromone qui donne de la cohérence à la colonie. Par exemple, j'ai mis des petits paquets d'abeilles. On les pèse, les abeilles, nous, de 200 grammes d'abeilles dans des petites ruchettes bien isolées. Et j'ai jeté une reine, j'avais mouillé tout le monde avec un pulvérisateur. Alors c'était la pagaille, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je jette la reine qui vient de naître là-dedans. Et donc elle l'adopte parce qu'elles sont dans la mouise, quoi, vraiment complet. Oui. Voilà. Et là, la reine va se faire féconder qu'au bout de 10 jours. Et pendant 10 jours, les abeilles, elles font quasiment rien. Ah bon? Elles vont manger les provisions que je leur ai données, elles vont faire un peu de cire, elles préparent les rayons, mais à l'extérieur, elles butinent presque rien. Elles vont chercher un peu d'eau, très peu d'activité. Et puis la reine va sortir, se faire féconder, et 2 jours après, elle va commencer à pondre. Les larves sortent, et là, tout le monde se met au travail. Ah oui. Pourquoi? Parce que ce qui commande le travail dans la ruche, ce sont les phéromones émises par les larves d'abeilles. D'accord. Donc c'est les bébés qui gouvernent. Ah oui, peu comme à la maison. Le nourrisson pleure, la mère à sa montée de lait va le nourrir. C'est ça, et oui, c'est vrai. Et le père, il continue à dormir parce qu'il n'entend pas. C'est vraiment ça, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment un balai incroyable. Elle ne sait pas pleurer. La petite larve dans son alvéole, elle ne sait pas pleurer. Et oui, donc elle émet ses substances. C'est incroyable. C'est beau. Et donc, du coup, la reine, vous la gardez à 2 ans et après... après, on change la reine, on en met une nouvelle. D'accord, ok. Voilà. On sacrifie la reine au début de sa 3e année. Ah oui. Et on en met une jeune et qui va reprendre le relais. Et durant 2 années, elle aura pondu combien d'œufs? Elle peut pondre 1000 œufs par jour. Oh, incroyable. Pendant toute la belle saison. Oh là là. Et l'hiver, elle ne pond pas. Oui, bien sûr. D'accord, oui. Par jour. C'est incroyable. Donc il meurt 1000 abeilles par jour aussi dans une ruche. Et oui, c'est ça. Donc quand même, ça laisse beaucoup de pertes. Voilà. Bon, est-ce que vous voulez nous transmettre des conseils ou un petit message pour les auditeurs qui nous écouteraient aujourd'hui sur le monde des abeilles? Alors, sur le monde des abeilles, on a parlé du miel. Eh bien, le massage au miel pur est intéressant aussi. D'accord. Alors, c'est un massage, on masse juste la partie dorsale, les fessiers et puis le dos. Et on va enduire la personne de miel et on va plaquer les mains dessus et les soulever progressivement. D'accord. C'est bien d'avoir les mains un peu arquées comme ça. Oui. Comme vous savez, les papiers buvards qu'on avait à l'époque. Oui. Voilà. Et donc, c'est un léger petit papier roulé. Oui, papier roulé, oui. Et en plus, le miel a une très forte pression osmotique. Donc, le miel va attirer tout ce qu'il peut attirer de la peau. D'accord.
Et en fait, le massage plus le miel, la peau devient rouge d'ailleurs, elle devient très rouge, eh bien, les substances toxiques vont passer s'évacuer. dans le miel qu'on oui, essuie, qu'on oui, jette incroyable. après. Moi, j'ai appris à faire ce massage. Je ne le pratique pas parce que je pratique un massage plutôt avec un mélange de miel et d'huile chaude, qui est un massage relaxant qui déconnecte. Je pense que les gens ont plus besoin de ça à l'heure actuelle. Se détoxifier, ils peuvent prendre de la propolis parce que c'est le produit qui détoxifie le plus. D'accord. Voilà. Et voilà. Après, la propolis, on n'a pas parlé du côté détoxifiant. C'est vrai, ce que je voulais... Si vous prenez un lot là. de rats à qui vous donnez suffisamment de métaux lourds, cuivre, mercure ou plomb, eh bien, pour que la moitié du lot en meure, si vous donnez de la propolis en même temps aux rats, il n'y en a aucun qui meurt. Donc ça les protège complètement contre les métaux lourds. D'accord, mais ça je savais pas. Alors beaucoup de plantes sont vendues comme étant protecteurs de métaux lourds, mais quand on les compare à la propolis, il n'y a pas photo, c'est le produit le plus détoxifiant qu'on connaisse au niveau de ça. Et donc faire un drainage du foie en complément peut-être pour accompagner. Alors ça va en même temps drainer le foie, on peut drainer avec d'autres substances, mais beaucoup de substances toxiques, par exemple, vous prenez les métabolites de chimiothérapie. Les produits de chimiothérapie en eux-mêmes sont très peu toxiques. Ils empêchent les cellules de se multiplier. Donc ça va se trouver avec les pertes de cheveux qui sont que des cellules qui meurent au fur et à mesure que le cheveu pousse. Et puis la muqueuse intestinale, qu'on la change tous les 2-3 jours, on va la changer tous les 15 jours sous chimio, donc ça provoque une difficulté de nourriture, d'assimilation. Voilà. Mais tout ça, quand on arrête la chimio, tout ça revient. C'est pas une toxicité qui est empoisonnante. Et par contre, le foie, dans ses enzymes, va casser ces molécules en morceaux qu'on appelle des métabolites. Et certains de ces métabolites sont très très toxiques sur le système nerveux, sur l'hématopoïèse, sur plein de choses. Et ils sont liposolubles. Donc ils se fixent sur les graisses du corps et dans le foie. Et la propolis va les rendre hydrosolubles. Donc va les faire partir à ce moment-là, le foie, tout ce qui est hydrosoluble, c'est la bile. Ça part dans la bile. Et donc c'est rejeté dans les selles. Voilà. Et donc c'est détoxifiant, c'est puissamment détoxifiant. Mais je ne savais pas. Donc ça, c'est bien. Et vous le conseillez plutôt sous forme alcoolisée ou plutôt en gélule, parce qu'ils en vendent aujourd'hui sous toute forme. Alors Polénergie a 2 formes qui me paraissent particulièrement intéressantes. C'est les gélules. Les gélules, voilà, en extrait. En cure forte, c'est 6 gélules par jour. Et aussi, ils ont des unidoses hydrosolubles. Donc c'est une suspension de propolis. Donc ça fait un petit nuage, il faut secouer pour pouvoir l'absorber. Et le petit inconvénient, c'est que ça décante un peu. Oui, c'est ça. Donc on peut en laisser dans le tube. Donc dans le tube, vous pressez, vous aspirez un peu d'eau, vous rincez, puis vous le videz, et là, après, c'est bon. Voilà. Mais moi, j'aime bien l'absorber comme ça, parce que le goût est agréable. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors la solution alcoolique, c'est ce que j'avais au début, j'avais que ça. Ça fonctionne déjà très bien, mais c'est très désagréable à consommer. Oui, c'est ça. Alors ça, je le garde, moi, plutôt pour usage externe, sur des eczémas, parce que ça fait un petit film qui empêche de se gratter, qui cicatrise, ou alors sur des aftes, parce qu'avec un coton-tige, on peut tamponner l'afte avec, donc ça pique un bon coup, mais ça fonctionne. Il faut sécher l'afte d'abord. Plutôt un usage externe. D'accord, ok. Voilà. Donc plutôt sous forme de gélule en extrait, donc pour avoir des effets thérapeutiques. Voilà. L'extrait, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, quoi que vous preniez comme médicament, la propolis peut être intéressante pour évacuer les métabolites de certains médicaments qui ont des effets secondaires, et ça va diminuer les effets secondaires. D'accord, ok. Donc là, sur les personnes qui ont des chimiothérapies, d'ailleurs c'est prouvé sur modèle animal, mais c'est pas prouvé sur l'homme, mais ça fait pareil.
ça permet de garder la formule sanguine pendant la chimiothérapie, D'accord, ok. d'avoir moins de dégradement. Mm. Et puis, ça donne des chances de survie. Vous voyez, sur modèle animal, sur des souris, il y a un modèle classique. Tous les produits chimio passent sur ce modèle. C'est des souris sur lesquelles on greffe un cancer mammaire de la souris sur une patte. Ouais. Ça devient une boule et qui tue la souris en 21, 22, 23 jours. Ah oui. C'est très cruel. Et si on leur donne de la propolis, elles vont vivre 2-3 jours de plus. Ouais. Mais ça ne fait pas grand-chose. Si on leur donne les produits de chimio les plus efficaces, la mitomycine, le 5-FU, qui mettent 85% des femmes à rémission à 10 ans. Ouais. Voilà, déjà, c'est pas mal. Et eh bien, toutes les souris vont quand même mourir, mais les dernières meurent au bout de 70 jours. D'accord, ok. Et si vous donnez les deux en même temps, le produit de chimio et la propolis, vous avez 40% des souris qui survivent. Ah oui, Vous les sacrifiez le 100e jour, il y a toujours une boule qui n'a pas grossi. Vous analysez cette boule, c'est une fibrose. Il y a plus de cellules Donc cancéreuses. c'est un genre de momification de la cellule. Voilà, c'est un kyste. Ouais, c'est ça. C'est plus un cancer. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc ça pourrait aider énormément de gens, mais il faudrait qu'il y ait une étude clinique. Et moi, ma croix, en fait, c'est que quand j'ai vendu Pôle Énergie, je voulais faire une étude clinique et on avait préparé de la propolis. Pôle Énergie fabrique de la propolis, des extraits comme un médicament. Oui. Avec les analyses, le protocole de récolte, tout ça, c'est tout bien analysé. Voilà, c'est ça. On a cherché tout ce qui pouvait être pas bien pour le supprimer. Eh bien, on avait l'autorisation d'études cliniques sur 480 femmes avec 5 produits de chimio en cancer du sein, avec le même témoin. Et les gens à qui j'ai vendu Pôle Énergie à l'époque, qui étaient des financiers, pouvaient faire cette étude clinique. Moi, il me fallait 500 000 € à l'époque, je ne les avais pas, je ne pouvais pas le faire. Malheureusement, ils ont tout breveté et ils n'ont pas fait l'étude clinique. Et j'aurais vraiment aimé qu'elle se fasse, quoi. Ben oui, c'est sûr, ça aurait pu aider. Parce que aucun médecin ne peut prescrire la propolis en toute confiance. Si l'ordre des médecins leur tombe dessus, ils risquent leur carrière. Voilà, on sait parce qu'il n'y a pas eu d'étude médicale de fait dessus. Oui. Voilà. Alors, il y a des gens qui l'ont pris spontanément, où on remarque que ça fonctionne, mais ce n'est pas des preuves. D'accord. Il y a des femmes qui ont fait 4-5 chimios avec effondrement de la formule sanguine, elles prennent de la propolis, la formule remonte au bout d'un mois. Ah ouais, incroyable. Mais c'est pas reconnu par la médecine parce qu'elles sont leurs propres témoins. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc vous voyez, c'est dommage. Oui, c'est dommage de ne pas accompagner, au moins d'accompagner les traitements médicaux avec la propolis. Qui traite de la propolis, qui puisse faire ça, eh bien, il faudrait qu'il y ait des sponsors qui financent ça. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc c'est l'échec de la fin de la chaîne de valeur propolis. Voilà. La recherche préliminaire est faite en labo, sur modèle animal. Des cas concrets sur l'homme sont observés, mais il faut une étude clinique pour que ça puisse se commercialiser à grande échelle et faire remplir un rôle important. Voilà. Et là, il y a eu une rupture. Une rupture, oui. Qui est une rupture financière, en fait. Bien sûr, oui, d'accord. En tout cas, c'était très riche. En tout cas, l'appel est lancé. Si jamais quelqu'un a envie de financer cette belle étude, ce serait juste génial. Alors, il y a 10 ans, c'était 500 000. Maintenant, je pense qu'il faudrait 700 ou 800 000. Donc, donc ça reste assez important. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Non, c'est clair. Voilà. On ne sait jamais. En tout cas, merci infiniment, Patrice. Avec un grand plaisir. Pour ce moment riche de partage de votre grande expérience et de ce chef-d'œuvre que vous avez créé au sein de votre ancienne entreprise qui s'appelait donc Pôle Énergie et qui était vraiment... moi, j'ai beaucoup conseillé. Je trouve que c'était des très bons produits et qui le sont aujourd'hui malgré tout. Et en tout cas...
Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode concernant une nouvelle pratique donc de Patrice qui va vous expliquer ce qu'il a pu découvrir grâce à l'air des ruches. Rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup.